Le professeur Laurent Izard est maintenant présent avec nous dans cette matinale. Bonjour professeur et bienvenue donc sur Géopolitique profonde, la matinale. Bonjour Nicolas Stocker et bonjour à toutes et à tous. On rappelle, Laurent Izard, vous êtes à l'origine normalien, agrégé de l'université en économie et en gestion, diplômé en droit de l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vous êtes professeur de chaires supérieures, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont évidemment, alors le dernier, c'est À la sueur de ton front, mais on rappelle aussi La France vendue à la découpe, qui est le maître ouvrage qui nous a permis d'être informés sur ce qui était en train de se dérouler, de se passer. Parce que évidemment, il y a une information qui en chasse une autre, mais quand on ramasse l'ensemble, on se rend compte qu'il y a un projet global d'une France vendue à la découpe. Peut-être commencer, professeur, par ce qui se passe plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, avec une volonté manifeste du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et de ses équipes, dont Elon Musk, évidemment, de réindustrialiser l'Amérique. Make America Great Again, ça passe justement aux États-Unis très clairement avec des politiques adaptées, dont vous pouvez nous dire aussi quelques mots, par la réindustrialisation, par une reconquête industrielle. Alors vous savez, les États-Unis ont toujours oscillé entre une politique un petit peu isolationniste, de repli sur soi, et puis une politique au contraire très interventionniste au niveau mondial. Alors avec Trump, on a, si vous voulez, une politique un petit peu ambivalente sur cette question, parce que par certains côtés, on voit un aspect très isolationniste, hein. On se centre sur les États-Unis, Make America Great Again, et puis on a eu un certain nombre de décisions récentes qui vont dans ce sens-là. Et puis, à côté de ce côté isolationniste, de retrait des États-Unis, de certain nombre de fronts, notamment militaires, on a un côté extrêmement interventionniste. Les États-Unis veulent peser davantage sur l'économie mondiale, veulent asseoir leur hégémonie sur d'autres pays, mais ça passe par la réindustrialisation des États-Unis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ça date pas de Trump en réalité, hein. C'est une politique qui est suivie depuis quelques années, même si on en parle moins, même si, vous savez, l'Inflation Reduction Act, il y a quelques temps, mais c'est pas vieux, c'est une politique extrêmement protectionniste. Et c'est une politique qui détruit, nous, nos emplois et nos industries. Or, là, c'est pas Trump, pour le coup. Vous voyez. La réalité, c'est que on a un pays, les États-Unis, qui veulent effectivement asseoir, si vous voulez, leur hégémonie, hein, et au détriment du reste du monde. Clairement, il y a un combat entre les États-Unis et puis le bloc Chine, Inde et Russie, et nous, on est un petit peu entre les deux. Et manifestement, les États-Unis cherchent à affaiblir l'Europe. Alors pourquoi affaiblir l'Europe? Tout simplement parce que l'Europe est présentée comme un concurrent, alors que nous pourrions être un partenaire. Mais à leurs yeux, nous sommes un concurrent avant tout. Et ça, il faut qu'on en ait pleinement conscience, ce qui est loin d'être le cas. Tout à fait. Mais vous avez peut-être remarqué ce bras de fer entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Trump, quelque part, apprécie qu'on lui tienne tête un petit peu, et que, voilà, au moins en apparence. Et très clairement, on voit là le ton qui monte un petit peu avec les droits de douane annoncés d'abord par Trump, la menace de riposte européenne. Voilà. Mais la réalité, c'est que quand même, il y a une chose qu'on dit peu, c'est que l'Union européenne a une balance commerciale positive, excédentaire par rapport aux États-Unis. Et ça, Trump ne le supporte pas. Voilà. Et les 157, je crois, milliards d'excédents, il veut à tout prix le réduire. Ça passe par la réindustrialisation des États-Unis, et les conséquences que ça peut avoir, notamment sur l'économie européenne, il s'en moque. Mais ce que veut Trump, c'est des accords bilatéraux. Il ne veut pas un accord avec l'Union européenne, et il semblerait que l'Italie de Meloni soit déjà en passe d'accepter ce marché alors que là, il y a quand même des pays où en effet l'excédent commercial est fort, en particulier l'Allemagne et l'Italie, beaucoup moins la France, on en reparlera. Mais alors l'Italie, elle, semble vouloir jouer le jeu des accords bilatéraux.
C'est surtout que Trump, à mon avis, veut avoir quand même quelques partenaires favorables en Europe. Il sait Ouais. qu'il aura des opposants, mais il mise sur Mélanie actuellement, voilà, qui est en phase avec lui sur un certain nombre de sujets. Et il va presque jusqu'à considérer que Mélanie est finalement la dirigeante la plus à même d'accepter un certain nombre de situations, d'accords, et même de convaincre d'autres pays de l'Union européenne de la suivre. Mais alors Macron, est-ce que il joue pas à contre-emploi de la France encore une fois? Parce que moi, je serais président français, je regarderais, je me dirais bon, oui, alors certes, les Italiens, les Allemands ont des soucis parce qu'ils ont d'énormes excédents, quoique ça va se réduire à mon avis très vite avec l'Allemagne, vu la, on va en reparler de la situation économique et industrielle allemande. Hein. Mais moi, en tant que Français, je dirais bon. Il n'y a pas beaucoup d'écart, on pourra s'entendre normalement, tranquillement avec l'américain. Non, est-ce que, pourquoi tout, enfin, est-ce que, c'est toujours la même histoire. Est-ce que les intérêts de chaque pays européen est convergent avec l'intérêt de l'Europe, Écoutez, pas de l'Union européenne? Oui, évidemment, les intérêts de chaque pays peuvent diverger des intérêts de l'Union européenne. Et Mmh. aujourd'hui, c'est évidemment le cas, notamment avec la politique énergétique, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et je crois que ce qui est le plus important de comprendre, et les personnes qui nous écoutent doivent comprendre ça avant tout, c'est que nous sommes en guerre économique. Et nous sommes en D'accord. guerre économique contre les États-Unis. Voilà. En apparence, ce sont des partenaires. En réalité, ce sont des adversaires, si vous voulez. Et quand les États-Unis ont un adversaire important comme l'Europe, bah, une des stratégies, c'est de diviser l'adversaire. Et c'est relativement facile au niveau européen, on pourra en reparler pour différentes raisons. Cette guerre économique, vous voyez, elle a de multiples facettes. C'est la guerre de l'énergie, c'est l'espionnage, c'est le rachat des entreprises étrangères, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Il y a de très, très nombreux facteurs, avec un objectif unique, c'est d'asseoir une position de domination sur l'Union européenne, voilà, qui doit devenir une espèce de vassal économique et politique. Mais ne Alors, l'a-t-elle pas été dès l'origine? alors, ça, c'est toute la polémique, effectivement, sur l'origine de l'Union européenne qui, d'après certains historiens et certains analystes, aurait été voulue, souhaitée par les États-Unis. Bon, oui, d'une certaine façon, il y a eu au départ de l'Union européenne, enfin de la CE, il y a eu une intervention américaine. Ça, c'est établi. À quel degré, c'est difficile à dire. Hein, personne ne sait. Les économistes et les historiens sont assez divisés sur cette question. Mais est-ce que, avant de revenir là sur ces éléments qu'il va falloir entrer dans les détails justement de la façon dont les Américains nous livrent une guerre commerciale, mais qui en effet ne date pas de Trump puisque Trump vient d'arriver, quel est l'apport dans cette guerre commerciale qu'apporte Trump et une question plus générale que je vous pose à vous, professeur Izard, en, en termes de politique économique et d'économie politique, c'est-à-dire est-ce que quand on veut réindustrialiser, parce que c'est important ça, quand on veut réindustrialiser son pays, puisqu'on nous dit, les Européens disent on va réindustrialiser, les Français on va réindustrialiser, mais moi, pour moi c'est de la poudre aux yeux, est-ce que de toute façon il ne faut pas en passer par une période de droits de douane beaucoup plus élevés pour protéger son industrie? Est-ce qu'il montre quand même, au-delà du fait qu'il est un concurrent, Trump, quand même peut-être, alors c'est vrai que je suis peut-être trop nostalgique de Méline et des barrières douanières, mais est-ce que c'est quand même pas une solution quand on est tombé si bas en termes d'industrie pour réindustrialiser? Est-ce qu'il ne faut pas protéger son industrie de toute façon? Moi, je vais vous dire, je suis libéral, hein, comme beaucoup d'économistes. Je crois que l'État ne doit pas intervenir à tort et à travers dans l'économie. Mais il y a des moments où il doit intervenir, effectivement. Et dans mon livre, je plaide pour une intervention ciblée, pour un protectionnisme ciblé, temporaire et sectoriel. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dans une économie saine, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Et la concurrence, je pense qu'en soi, c'est quelque chose de tout à fait sain. Vous voyez, ça oblige chacun à se dépasser, et puis les plus mauvais disparaissent, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Seulement, ça suppose pour cela que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, si vous voulez. Et il faut que les entreprises des différents pays puissent se livrer à un jeu concurrentiel équilibré.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour plein de raisons. Je voudrais en prendre une ou deux très rapidement. Vous savez, un industriel français, aujourd'hui, il paye son électricité 2,5 fois à 3 fois plus cher qu'un industriel américain ou chinois. Un industriel français, il a un coût du travail qui est beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, y compris en Europe. Vous voyez, un industriel français, il subit un certain nombre de normes, et puis l'industriel français, globalement, il est incité à respecter les accords internationaux, les traités, notamment les accords de Paris, les accords de l'OMC, etc. Aujourd'hui, on voit bien que nos amis américains piétinent complètement les accords de l'OMC, les accords de libre-échange. On voit bien qu'ils subventionnent leurs entreprises. On voit bien que Trump vient d'annoncer qu'il allait sortir d'un certain nombre de traités internationaux. Et puis, sur l'OTAN, on a bien vu qu'il est en train de nous dire un petit peu qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc, investir davantage, si vous voulez, dans l'industrie de défense. Alors, tout ça, vous voyez, plaide pour l'idée d'un protectionnisme ciblé pour permettre à nos entreprises de redevenir compétitives. Mais je ne suis pas pour un protectionnisme continu dans le temps. On a bien vu dans l'histoire, si on raisonne sur le long terme, que effectivement le libre-échange est facteur de croissance et de développement. Alors, vous faisiez allusion à Méline, effectivement. Il y a eu des périodes dans l'histoire économique où la France a été protectionniste. Il y a eu des périodes où les États-Unis ont été protectionnistes, où l'Allemagne était protectionniste. Et les historiens de l'économie nous disent que c'était des périodes où ces pays-là ont connu une forte croissance, où ça a bien fonctionné. Voilà. Mais, une fois encore, ça doit être limité dans le temps et voilà, il ne faut pas faire du protectionnisme total. Moi, je suis assez inquiet, je dois vous dire, par cette idée de Trump d'augmenter les droits de douane. C'est une menace. Ah oui. Voilà, c'est une menace, une invitation à négociation en réalité pour moi. Mais c'est une menace aussi. Et je peux vous dire qu'au niveau français et européen, les économistes sont très partagés sur les réponses à apporter. Est-ce qu'on doit répliquer, nous aussi, par des droits de douane à l'égard des États-Unis? Est-ce qu'on doit au contraire laisser passer l'orage et puis se dire que de toute façon, rien que le fait que les États-Unis mettent des droits de douane à l'égard des produits européens, ça va avoir des effets négatifs sur eux automatiques, si vous voulez, notamment sur l'inflation aux États-Unis, sur l'évolution du prix du dollar, et donc on n'a peut-être même pas besoin d'en rajouter. Bon, là-dessus, on ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, si vous voulez, c'est que nos entreprises aujourd'hui sont véritablement menacées. On a un décrochage économique des entreprises européennes et il faut être très, très méfiant là-dessus. 64 000 entreprises françaises ont déposé leur bilan l'an dernier. C'est énorme. Ça n'a jamais été à ce point-là. Alors, Emmanuel Macron, hier, nous dit, oui, mais on crée plein d'entreprises, c'est super, c'est génial. Oui, c'est vrai qu'on en crée aussi beaucoup de petites entreprises. Mais vous voyez, une petite entreprise unipersonnelle qui se crée, ça ne remplace pas un dépôt de bilan d'une PME ou d'une ETI. Clairement, clairement. Mais revenons sur les... Alors, j'aimerais qu'on épuise quand même une question. Quand vous dites « nous », c'est qui nous? Est-ce qu'il y a réellement compatibilité entre les intérêts de l'Union européenne et les intérêts des pays européens, ou bien est-ce qu'il y a un écart et qu'il faut accepter d'entrer dans des négociations peut-être bilatérales ou pour partie bilatérales avec les États-Unis? J'aimerais vraiment, c'est vous le spécialiste, une réponse sur ce sujet. C'est une question complexe, c'est difficile d'y répondre en 2 minutes. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est que les différents pays européens ont un certain nombre d'intérêts convergents. C'est une évidence, on a un marché extrêmement important qui pèse au niveau mondial. Voilà, un marché de plus de 400 millions de consommateurs, c'est énorme. On a des intérêts aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en matière de défense. On a des intérêts croisés en matière de politique commerciale, de politique énergétique. Et en même temps, il est vrai qu'on a des intérêts particulièrement divergents, notamment avec l'Allemagne. Vous savez, l'Union européenne s'est bâtie à partir du couple franco-allemand. Mais il se trouve que, on a des différences de point de vue avec l'Allemagne. Et je crois qu'aujourd'hui, le point le plus important, c'est la question énergétique. L'Allemagne s'est engouffrée dans une politique, à mon sens, un petit peu hasardeuse, vers les énergies propres, vers le solaire, vers l'éolien, poussée par les Verts Grüne en Allemagne. Or, les Allemands poussent pour que cette politique, au niveau européen, devienne la politique européenne, si vous voulez. Alors nous, on a tout à y perdre. Pourquoi on a tout à y perdre? Parce que nous, on a une chance unique en France, c'est qu'on a le nucléaire. Et l'essentiel de notre électricité est produite à partir du nucléaire, à des coûts de production extrêmement faibles. Seulement, voilà,
poussé par l'Allemagne, l'Union européenne est en train d'essayer, c'est en négociation encore hein, depuis des années, mais c'est encore en négociation, de nous dire, voilà, l'énergie nucléaire, ça ne fait pas partie des énergies propres, donc vous n'êtes pas dans la course et éventuellement vous devez payer des amendes parce que vous ne remplissez pas vos conditions imposées par l'Union européenne sur le pourcentage d'électricité verte. Voyez. Alors là, on a une divergence majeure avec l'Allemagne et on arrive à une situation tout à fait absurde, vous voyez, dans laquelle le tarif européen repose. On essaye de faire un tarif unique pour l'électricité, hein, pour des raisons qui se comprennent bien, mais ça repose sur un principe, c'est le principe de la production la plus chère. Voyez, on va caler le prix de vente de toute l'électricité, quelle que soit son origine, sur le prix de vente le plus cher qui aujourd'hui est pour longtemps celui du gaz. Voyez, et ça, c'est imposé par l'Allemagne. Ça a l'air cohérent parce que l'idée, c'est de permettre aux autres sources d'énergie moins chères d'engranger des bénéfices et de se développer. Mais en réalité, c'est totalement absurde parce que nous produisons de l'énergie, de l'électricité très peu chère. C'est quand même une électricité propre au niveau carbone et nos industriels doivent acheter de l'électricité très chère. C'est un suicide économique, si vous voulez. Oui. Et là-dessus, les Allemands ne cèdent pas. Et c'est quelque chose qui est assez terrible. Et d'un point de vue purement écologique, comme les énergies éoliennes et les énergies solaires que l'Allemagne a essayé de développer sont des énergies intermittentes, eh bien, et qu'ils ont subi le problème de l'approvisionnement en gaz, eh bien, ils sont obligés aujourd'hui d'ouvrir des usines à charbon. Vous savez, les 3/4 des particules mauvaises que l'on respire à Paris viennent de la production allemande en réalité. Bien sûr. Oh oui, ben oui, on a oublié les vents encore une fois. Hein. C'est comme le nuage radioactif. Hein. Ça passe les frontières. Hein. Et c'est pareil pour ces nuages évidemment toxiques. Mais alors, pour revenir à la guerre, enfin pas à la guerre, à la question énergétique. On est bien d'accord que c'est finalement le marché européen de l'énergie qui est à remettre complètement en cause. Là, pour le coup, on a intérêt, nous, Français, à revenir à nos fondamentaux et à ne pas jouer le jeu de s'handicaper en se liant une jambe pour être au même niveau que les Allemands. Il faut vraiment que là, par contre, on fasse preuve de caractère. Mais est-ce seulement possible ? Alors, la première question, c'est est-ce souhaitable ? Et là-dessus, oui, parce que oui. C'est évident que le tarif européen aujourd'hui, il joue en notre défaveur. Hein. Il n'y a pas photo, c'est très clair. Dans le moyen long terme, c'est moins évident, si vous voulez, parce qu'on a quand même connu des périodes où on a été importateur net. Et là, on a bénéficié d'un certain nombre d'avantages avec le tarif européen. Il faut voir que le tarif européen facilite nos exportations quand même. Voilà, alors. Pourquoi il facilite nos exportations, le tarif européen ? Si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas à négocier au cas par cas avec les différents pays européens sur la vente de notre énergie, vous savez, tout se passe en temps réel de façon quasi automatique aujourd'hui. Hein. Dès lors qu'il y a un pays qui a un besoin énergétique, on bascule un bouton et ça part de l'autre côté, si vous voulez. C'est quelque chose qui est extrêmement bien réglementé. Si vous allez sur le site, on a une carte, vous voyez, sur EDF, on a une carte des flux en permanence entre les différents pays de l'Union européenne, c'est assez impressionnant et ça va extrêmement vite. Donc, ne pas avoir à renégocier au cas par cas des systèmes d'achat-vente, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, voilà, vu la position allemande aujourd'hui, vu l'absurdité de la vente d'électricité au prix où le payent nos industriels, je pense que la balance l'emporte quand même vers une sortie ou en tout cas une franche renégociation du traité européen sur l'énergie. Oui, donc c'est souhaitable. Ouais, je pense quand même, oui, globalement, oui. Il faut revoir les choses, en tout cas, c'est évident, on ne peut pas continuer comme ça. Mais moi, je suis dubitatif quand j'entends Mme von der Leyen ou les responsables européens qui sont quand même depuis toujours dans une logique qui est à la base d'ailleurs de l'Union européenne libre-échangiste, c'est-à-dire il ne faut pas de droits de douane ou le moins possible parce que justement la concurrence est toujours la panacée. Et j'ai l'impression qu'éventuellement, il serait prêt à une petite rétorsion vis-à-vis des États-Unis, mais que la logique globale européenne reste une logique purement libre-échangiste et que globalement, quand même, depuis 40 ou 50 ans, il n'y a pas que les États-Unis, il y a la Chine et puis le reste du monde, on est en train de disparaître sur le plan économique industriel à cause de cette politique. Et je ne vois pas qu'il la change réellement fondamentalement.
Ouais, je crois qu'on est au niveau européen dans une grande naïveté. Hein. On se rend pas compte que le monde a bougé. On vit effectivement sur un certain nombre de dogmes, notamment le dogme de la libre concurrence, de la libre-échange. On a créé de façon tout à fait artificielle des concurrents à EDF. Voilà, EDF leur vend de l'électricité parce que ces concurrents ne produisent rien. Hein. Ils se contentent de produire des factures. Et voilà. Et ces concurrents artificiels vendent de l'électricité moins chère. Bon, c'est absurde, c'est absurde. Voilà. Mais vous savez, la réalité, c'est que globalement, le libre-échange, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Enfin, le principe du libre-échange est en train d'exploser au niveau mondial. Les États-Unis ne le respectent pas, la Chine ne le respecte pas. Voilà. Mais il y a que l'Union européenne finalement qui le respecte. Et vous voyez, alors, le libre-échange, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Hein, sur l'écologie, là, on est en train de tuer notre industrie automobile en imposant des voitures électriques, alors que Trump a dit que c'était terminé pour les États-Unis, alors que les Chinois, de leur côté, après avoir poussé en faveur de l'électrique, finalement, sont en train de l'abandonner aussi aujourd'hui, au profit d'autres technologies. Mais ils savent que l'Union européenne va mettre un temps fou à réagir. Et en attendant, moi, je suis très pessimiste sur l'avenir, par exemple, de Renault à 10 ans. Je ne suis pas sûr que Renault existe encore en 10 ans. Oui. Non, je ne suis pas sûr du tout. Renault est petit aujourd'hui face au marché mondial. Renault s'est engagé dans une politique du tout électrique et je pense que cette politique du tout électrique, elle n'a pas d'avenir en réalité pour plein de raisons. Donc voilà. Et puis ça nous rend aussi dépendants pendant des années, parce que qui dit voiture électrique dit batterie, dit production électrique. On n'a pas le niveau au niveau production électrique. Au niveau des batteries, on est dépendant des productions chinoises notamment, à la fois sur les batteries elles-mêmes, mais aussi sur les composants des batteries, les fameuses terres rares. Donc voilà, moi j'en arrive presque à penser, si vous voulez, que c'est un maillon de la guerre économique et qu'il y a une volonté de tuer l'industrie automobile européenne, clairement. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.